Disons qu'un homme de 48 ans se rend dans votre cabinet de neurologie pour se plaindre d'un nombre de symptômes, notamment une démarche faite d'embardée, c'est-à-dire de déplacements latéraux, dite festonnante. On parle de marche pseudo-ébrieuse avec une tendance à dévier vers la droite, une difficulté à garder son équilibre lorsqu'il est immobile et il trouve que se tenir les pieds écartés l'aide à garder son équilibre, c'est-à-dire qu'il y a élargissement du polygone de sustentation. En l'examinant, vous trouvez que votre patient a une diminution du tonus musculaire de ses membres supérieurs et inférieurs droits, c'est-à-dire qu'il y a hypotonie, ainsi que des signes de tremblement du côté droit. Enfin, lorsque vous lui demandez de toucher le bout de son nez avec son index droit, soit il ne le touche pas ou le fait de façon incontrôlée, due à une contraction irrégulière du muscle. C'est ce qu'on appelle dysmétrie et hypermétrie. Tous ces signes sont caractéristiques d'une atteinte cérébelleuse du côté droit et ensemble, ils constituent ce qu'on appelle un syndrome cérébelleux. La cause de ce syndrome chez votre patient est une tumeur dans l'hémisphère cérébelleux droit. Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons parler, comme vous l'avez probablement deviné, du cervelet. Le cervelet est un organe situé dans la fosse crânienne postérieure, séparé du cerveau en haut par la tente du cervelet, et il se trouve en arrière du quatrième ventricule, du pan et de la moelle allongée. On peut diviser le cervelet selon 3 ou 4 manières différentes. D'abord, en zones, le cervelet est formé par 2 hémisphères cérébelleux séparés par une partie médiane, le vermis. Le vermis et un lobe, le lobe floculonodulaire, sont importants dans le contrôle des muscles proximaux ainsi que les muscles du tronc. Les parties intermédiaires des hémisphères cérébelleux, ou le paravermis, est principalement impliqué dans le contrôle des parties distales du corps. Et enfin, la plus grande partie du cervelet est représentée par la partie latérale des hémisphères cérébelleux et elle est impliquée dans la planification du programme moteur des extrémités. La division anatomique se fait par rapport à 2 principales fissures retrouvées à la surface du cervelet. La fissure primaire qui sépare le cervelet en lobe antérieur et lobe postérieur, ainsi que la fissure postérolatérale qui sépare le lobe postérieur d'un dernier lobe, le lobe floculonodulaire. Il existe une dernière fissure, la fissure horizontale, qui sépare les faces supérieures et inférieures du cervelet. Les lobes cérébelleux contiennent à leur tour des lobules cérébelleux, le tout au nombre de 10. Enfin, il existe une division fonctionnelle qui divise le cervelet en 3 parties principales. Le vestibulocervelet ou l'archéocervelet, le spinocervelet ou paléocervelet, et enfin le cérébrocervelet ou le néocervelet. Avant de parler de ces différentes aires fonctionnelles, parlons un peu des noyaux cérébelleux. Le cervelet présente en profondeur des noyaux cérébelleux. Ce sont les noyaux cérébelleux profonds qui reçoivent des influx à partir de fibres afférentes. Ce sont de dehors en dedans le noyau dentelé, le noyau interposé formé à son tour du noyau emboliforme et du noyau globuleux, et enfin le noyau fastigial. Le noyau dentelé est le plus large des noyaux cérébelleux et il reçoit des projections à partir des hémisphères cérébelleux latéraux. Le noyau interposé, quant à lui, reçoit des entrées à partir du paravermis ou des zones intermédiaires, et le noyau fastigial ou le noyau du toit reçoit lui des entrées à partir du vermis ainsi qu'une petite afférence à partir du lobe floculonodulaire. Ce dernier émet plutôt des projections vers les noyaux vestibulaires. Revenons aux divisions fonctionnelles du cervelet. Le vestibulocervelet est composé essentiellement du lobe floculonodulaire. Cette partie du cervelet reçoit des afférences vestibulaires, visuelles, ainsi que certains récepteurs somatosensoriels du cou par exemple, et ces fibres se projettent vers les noyaux vestibulaires du tronc cérébral. Il intervient essentiellement dans l'équilibre, les réflexes vestibulaires et les mouvements oculaires. Le spinocervelet comprend lui le vermis et les parties intermédiaires des hémisphères, ou le paravermis. Ce spinocervelet reçoit des entrées somatosensorielles et proprioceptives de la moelle épinière. Le vermis reçoit des afférences visuelles, auditives et vestibulaires, ainsi que des informations somatosensorielles de la tête et des parties proximales du corps, et ceci par l'intermédiaire du noyau fastigial. Il projette ensuite des fibres vers les régions corticales
et le tronc cérébral notamment vers les noyaux vestibulaires et la formation réticulée, en donnant naissance aux faisceaux descendants médiaux. Le paravermis reçoit également des informations somatosensorielles des membres par l'intermédiaire des noyaux interposés. Il projette vers les faisceaux corticospinal latéral et rubrospinal. Ce paravermis intervient dans le contrôle des membres distaux. Enfin, le cérébrocervelet comprend les parties latérales des hémisphères cérébelleux. Presque toutes les afférences et efférences de cette région impliquent des connexions avec le cortex cérébral. Cette partie fait intervenir le noyau dentelé qui envoie des projections vers les cortex moteur, prémoteur et préfrontal en passant par le thalamus ventrolatéral du côté opposé ou contralatéral pour atteindre donc l'hémisphère contralatéral. Durant ce trajet, les fibres donnent des collatérales vers le colliculus supérieur pour assurer des mouvements oculaires ainsi que vers le noyau rouge qui à son tour va se projeter vers l'olive inférieure permettant au cervelet de recevoir un feedback. Parce qu'il faut savoir que l'ensemble du cervelet reçoit des entrées modulatrices du noyau olivaire inférieur dans le bulbe rachidien. Cette partie du cervelet intervient surtout dans la planification et l'exécution du mouvement, mais peut intervenir aussi dans certaines fonctions cognitives. Il y a aussi une division phylogénétique du cervelet qu'on n'abordera pas dans cette vidéo. Le cervelet est connecté au tronc cérébral et de là aux autres parties du système nerveux par 3 pédoncules supérieurs qui le relient au mésencéphale et qui contient principalement les efférences du cervelet, dont les neurones sont retrouvés dans les noyaux cérébelleux profonds. Ces derniers projettent vers les noyaux moteurs du thalamus, puis vers les cortex moteurs, ou directement vers les neurones moteurs supérieurs dans les couches profondes des collicules supérieurs pour le contrôle des yeux et de la tête. Il contient aussi des voies afférentes, notamment le faisceau spinocérébelleux ventral. Le pédoncule moyen qui le relie au pan, ce dernier constitue plutôt une voie d'afférence de neurones, notamment des noyaux pontiques contralatéraux, et reçoivent par ce biais des informations sur les activités motrices. Enfin, le pédoncule cérébelleux inférieur qui le relie à la moelle allongée. Ce pédoncule constitue une voie à la fois afférente et efférente. La voie afférente achemine des informations sensorielles provenant des propriocepteurs, des muscles par la moelle épinière, des noyaux vestibulaires du tronc cérébral associés à l'équilibre, et enfin des régions du tegmentum du tronc cérébral. La voie afférente est représentée par des projections vers les noyaux vestibulaires et la formation réticulée. Parlons maintenant des microcircuits cérébelleux et de la structure interne du cervelet. Le cervelet est composé d'une couche externe de substance grise appelée le cortex et une couche interne, la substance blanche, où se trouvent des noyaux gris intracérébelleux. Le cortex cérébelleux est divisé en 3 couches. La couche moléculaire qui constitue la couche la plus externe, elle est constituée de 2 types d'interneurones inhibiteurs, les neurones à corbeille et les neurones stellaires, les dendrites des cellules de Purkinje, ainsi que des fibres parallèles qui sont disposées parallèlement au grand axe du folia. Ce sont les axones amyéliniques des cellules granulaires. La seconde couche est la couche des cellules de Purkinje et elle constitue la couche d'efférence du cortex cérébelleux. Cette couche est composée des corps cellulaires des cellules de Purkinje, dont les dendrites se prolongent dans la couche moléculaire et l'axone dans la couche granulaire, puis dans la substance blanche vers les noyaux cérébelleux profonds et vestibulaires avec une action inhibitrice par l'intermédiaire du neurotransmetteur GABA. Enfin, la couche la plus interne est représentée par la couche granulaire. Cette dernière contient un grand nombre de cellules granulaires ainsi que des interneurones, les cellules de Golgi. Parlons maintenant des fibres nerveuses afférentes et des synapses qu'on retrouve dans le cortex cérébelleux. Le cervelet présente 2 types de fibres afférentes excitatrices qui se terminent dans des couches différentes du cortex et présentent différentes voies d'excitation des cellules de Purkinje. Ces fibres sont les fibres moussues et les fibres grimpantes. Les fibres moussues ont plusieurs origines, notamment le cortex cérébral par l'intermédiaire des noyaux pontiques, les voies sensorielles, y compris les systèmes vestibulaires, visuels, auditifs et somatosensoriels, les noyaux du tronc cérébral ainsi que de la moelle épinière. Ces fibres envoient des collatérales vers les noyaux cérébelleux profonds
puis constituent des synapses excitatrices dans la couche granulaire avec les dendrites des cellules granulaires d'une part et les cellules de Golgi d'une autre part, formant les glomérules cérébelleux. Les cellules granulaires vont ensuite envoyer leurs axones myélinisés vers la couche moléculaire où ils se bifurquent en T en constituant alors les fibres parallèles. À ce niveau, elles forment des synapses excitatrices avec les dendrites des cellules de Purkinje en excitant simultanément les interneurones inhibiteurs de la cellule de Purkinje, c'est-à-dire les cellules à corbeille et les cellules stellaires. Une fibre moussue peut, par l'intermédiaire des cellules granulaires, exciter un très grand nombre de cellules de Purkinje. Lorsqu'elles sont excitées par les fibres moussues, les cellules de Golgi fournissent un feedback négatif aux cellules granulaires, ce qui permet de diminuer la durée de leur excitation. En même temps, les cellules à corbeille et les cellules stellaires permettent de réduire l'étendue spatiale des entrées excitatrices vers les cellules de Purkinje. Ces cellules de Purkinje envoient des fibres nerveuses vers les noyaux cérébelleux profonds ou les noyaux vestibulaires du tronc cérébral pour les inhiber. Passons aux fibres grimpantes. Les fibres grimpantes, à la différence des fibres moussues, ont un contact direct avec les cellules de Purkinje. Ces fibres ont pour origine les olives inférieures contralatérales. Chaque cellule de Purkinje forme plusieurs synapses avec une même fibre grimpante, mais chaque fibre grimpante peut entrer en contact avec 1 à 10 cellules de Purkinje. Les fibres grimpantes génèrent des dépolarisations prolongées, produisant ce qu'on appelle des complexes spike. Alors, ces complexes spike sont des potentiels d'action de grande amplitude suivis par des potentiels de faible amplitude. Les fibres moussues génèrent au contraire seulement de faibles potentiels excitateurs dans les neurones de Purkinje, qui formeront alors, dans le segment initial, des axones bien sûr, de simples spikes. Récapitulons. Le cervelet est un organe très important dans les fonctions motrices et sa lésion peut se manifester par des troubles multiples, notamment les troubles de la statique et de la marche, troubles de l'exécution des mouvements et enfin troubles du tonus, formant alors le syndrome cérébelleux. Le cervelet reçoit plusieurs afférences du cortex cérébral, du tronc cérébral et enfin de la moelle épinière. Ces afférences cheminent essentiellement par les pédoncules cérébelleux moyens et inférieurs, mais elles peuvent passer par le pédoncule cérébelleux supérieur. Les efférences de ce cervelet passent-elles essentiellement par le pédoncule cérébelleux supérieur, mais aussi inférieur. Le cervelet est divisé fonctionnellement en 3 parties. Le vestibulocervelet qui joue un rôle très important dans le contrôle de l'équilibre et des mouvements oculaires. Le spinocervelet qui joue un rôle majeur dans le contrôle des mouvements des muscles axiaux et des membres. Et enfin, le cérébrocervelet qui, avec le cortex frontal, joue un rôle dans la planification et l'initiation du mouvement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou à me les envoyer sur les réseaux sociaux. Et à la semaine prochaine.